Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, la journée internationale pour l'abandon des mutilations génitales féminines a été célébrée ce mercredi. Une grande mobilisation au Palais du Peuple autour de la Première Dame, puis des annonces. Le gouvernement réitère son engagement à garantir et protéger les droits des femmes et des filles. Les cérémonies d'intronisation de chefs coutumiers demeurent une tradition dans le Mandingue. La communauté Nko de Sangaredi perpétue cette tradition qui symbolise son identité culturelle. Elle vient d'introniser son chef dans cette sous-préfecture de Boké. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido tente d'organiser l'arrivée d'une aide humanitaire internationale. Le chef de l'État Nicolás Maduro y voit le prélude d'une intervention militaire. Je vous le disais à l'instant, comme les autres pays du monde, la Guinée a commémoré ce 6 février la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La célébration de cette journée consacre en effet la reconnaissance de la dignité de la femme et de la jeune fille de jouir de son intégrité physique et morale dans le cadre de son épanouissement. Au cours de cette journée, le gouvernement guinéen a réitéré son engagement à garantir et assurer la protection des droits des femmes et des enfants de Guinée. Ouminatou Sidibé et Yacouba Traoré. Cette journée intervient dans les États communs, un puissant moyen de plaidoyer interpellant les décideurs politiques à plus d'engagement en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines. Selon la ministre de l'Action sociale, cette pratique est l'un des phénomènes sociaux qui affectent dangereusement la santé et le bien-être de la femme. Le phénomène de pratiques traditionnelles néfastes, notamment l'excision, constitue des formes de violence parfois tolérées par les traditions et les cultures qui sévissent dans la plupart de nos pays, contrairement aux obligations qui découlent des droits humains. La Première Dame a pour sa part réitéré son engagement à promouvoir et à protéger les droits des femmes et filles. C'est pourquoi, fortement engagée à promouvoir et à protéger les droits des femmes et des filles, la Fondation Prosmi, que j'ai l'honneur de diriger, s'inscrit entre autres dans le cadre du programme d'action du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance et continue à faire le plaidoyer auprès de toutes les couches socio-professionnelles. 200 millions de femmes et de filles font aujourd'hui l'objet de cette pratique. Face à cette situation, le système des Nations Unies a entrepris des initiatives pour mettre fin à toute forme de violence à l'encontre des femmes et filles de Guinée. L'ONU s'associe aux acteurs mondiaux, régionaux et nationaux pour soutenir les initiatives globales et intégrées visant à la réalisation de cet objectif. Le thème de cette année est de traduire les décisions politiques en actions concrètes à la base pour accélérer la réalisation de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030. La Guinée reste un des pays qui pratique l'excision. La pratique est surtout soutenue par les coutumes et mœurs qui influencent les communautés dans cette pratique pourtant punie par les lois guinéennes. Dans ce reportage de Makiso et de Ibrahima Souma, les femmes prennent la parole librement. Suivie. Tolérance zéro à l'excision, c'est le slogan qui marque la célébration de cette journée internationale. Malgré le combat des activistes de la société civile sur la lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée, le chemin d'éradication de cette pratique est long. Moi, j'ai parlé avec des femmes mariées. Elles me disent qu'elles font l'amour avec leur mari, mais qu'elles ne ressentent rien. Quand elles me parlent, je leur demande si elles sont excisées. Et les femmes qui me le disent, elles sont mutilées même. Parce qu'il y a l'excision, il y a aussi ce qu'on appelle la mutilation. On coupe carrément le clitoris. Et toutes ces femmes qui me l'ont dit, elles ont été carrément coupées ça et ça s'est passé au village. Au village, on le fait sauvagement. C'est vrai qu'à la capitale, moi par exemple, j'ai été excisée, mais c'était pas sauvage. C'était juste une petite coupure, ils ont fait. Mais au village, on les enlève avec des couteaux, avec des lames. Le plus souvent, ceux qui maîtrisent mieux les méfaits de l'excision sont ceux du corps médical.
D'abord, les méfaits à court terme, il y a des saignements. À long terme, il y a des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça peut causer aussi des infertilités, des maladies sexuellement transmissibles, le tétanos. Il y a beaucoup de méfaits parlant de mutilation génitale. Rares sont les femmes qui savent que certaines complications lors de la grossesse est causée par l'excision. Elles ne savent pas. Mais beaucoup de douleurs pendant l'accouchement ou les grossesses sont causées par l'excision. À l'Office de protection du genre, les statistiques de l'année 2018 s'élèvent à 23 cas sur toute l'étendue du territoire national. Par rapport aux statistiques de 2018, puisque le projet est représenté sur le plan national, nous sommes représentés dans les 33 préfectures plus la zone spéciale de Conakry. Nous avons eu à traiter 23 cas qui ont été déférés, liés à l'excision. Une cérémonie officielle a été organisée à cet effet par le ministère de l'Action sociale, de la protection féminine et de l'enfance. C'était ce mercredi au Palais du Peuple. Imaginez-vous une journée sans utiliser votre téléphone. Pourtant, il existe une journée mondiale consacrée pour cela. Ce moment de pause est juste pour minimiser les aspects négatifs d'un outil qui est devenu indispensable pour l'être humain, indispensable côté relationnel et l'accomplissement de plusieurs tâches. Reportage d'Ibril Ba et Lamine Silla. À l'heure de la mondialisation, il est inéluctable de ne pas utiliser son téléphone. En tout cas, ce qui fait l'unanimité chez les utilisateurs que nous avons rencontrés. Dans l'un ou l'autre des cas, le plus souvent, l'appareil est collé aux oreilles ou encore se faufile entre les doigts. Difficile de s'en passer. Ça, le téléphone est une vraie punition. Depuis 2004, la journée sans téléphone se déroule sur 3 jours, les 6, 7 et 8 février, certainement pour se donner juste le temps de décrocher. Peu avant cette date, une association écologiste a tenté de récupérer cette initiative qui paraissait fantaisiste au départ. Imaginez avant, lorsque tu as besoin de quelqu'un qui n'est pas à côté de toi, tu es obligé de passer par de faire une lettre. Et avant que la lettre vienne à la personne, ça pourrait prendre du temps. La journée sans téléphone mobile interpelle par ailleurs les utilisateurs sur les conséquences négatives qu'ils encourent. N'est-ce pas, des écologistes ont posé la problématique sur 5 pistes de réflexion qui sont entre autres la dégradation de l'environnement et le cycle de vie des smartphones pas complètement maîtrisé. Il dit que le téléphone est très nuisible par rapport même à notre santé parce que ça joue même sur le cœur. Donc on dit même, c'est même conseillé la nuit, en se couchant, quand tu dois brancher le téléphone, il faut l'éloigner de toi. En attendant, la célébration de la journée sans téléphone n'a pas totalement son effet escompté. Certains utilisateurs s'en moquent. Autre chose dans ce journal, le monde des affaires avec la signature de la convention de concession pour la mise en place de l'exploitation et la gestion du guichet unique du commerce extérieur en Guinée, GUSEG. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Webb Fontaine va piloter les opérations. Si les deux respectent leur engagement, le climat des affaires sera propice et la rentabilité efficace. Mamadou Sadio Baldé et Aboubakar Dine Kamara. Les administrations publiques, en particulier la douane, les autorités portuaires, les opérateurs et surtout transitaires, transporteurs, importateurs et exportateurs, tout comme intermédiaires financiers, sont impliqués. L'aboutissement du projet guichet unique du commerce extérieur qualifie la Guinée dans la mise en œuvre des recommandations. Je voudrais inviter mes homologues ministres, les opérateurs économiques, de même que les directeurs des entités publiques impliquées, de ne ménager aucun effort pour la réussite de cet ambitieux projet qui aura, sans nul doute, un impact positif sur la facilitation du commerce extérieur, la performance des acteurs, la sécurité et l'accroissement des recettes publiques. Webb Fontaine est une société leader dans la facilitation du commerce et la sécurisation des recettes. Elle est présente dans plusieurs continents. La société se spécialise dans le développement et l'utilisation des technologies de pointe en vue de fluidifier les échanges commerciaux. Le Premier ministre est certain que le guichet unique va alléger la lourdeur administrative. Mieux, les hommes d'affaires, en plus des opérations rapides, vont échapper à la tentation de la corruption qui mine l'administration.
dans la mesure où elle apportera une simplification et une uniformisation des procédures commerciales et une célérité dans les opérations commerciales, une facilité dans les échanges avec le reste du monde, ainsi qu'une dématérialisation des procédures. Le tout devant concourir à une réduction du temps et du coût des transactions pour les différents acteurs engagés dans le commerce extérieur. Cette signature de convention de concession pour la mise en place d'exploitation et la gestion du guichet unique du commerce extérieur met la Guinée sur le standard international. Cette semaine, après l'élection du bureau exécutif de la mairie de Ratoma, le conseil n'a pas pris fonction et les activités de la commune sont ralenties. Le plan de développement local et d'autres projets de partenaires au développement dorment dans les tiroirs. Mamadou Kalisso et Mamadou Aliouba. Le plan de développement local de la commune est élaboré en fonction de la durée du mandat du maire qui est de 5 ans. À Ratoma, le conseil exécutif a été élu le 15 décembre 2018. Près de 2 mois après, il n'a pas pris fonction. La mairie est gérée actuellement par des cadres techniques qui assurent le service minimum. Les partenaires au développement, les investisseurs privés et leurs projets attendent l'installation du maire et son équipe. Par conséquent, toutes les activités de développement à la base sont paralysées. En ce moment où je vous parle, nous avons beaucoup de projets à l'attente. Les partenaires viennent, il y a des projets qui viennent, mais nous leur prenons rendez-vous jusqu'à la passation officielle, l'installation officielle de M. le maire. Les élus locaux accusent déjà 1 an de retard sur le plan de développement local. De nombreux défis les attendent, mais le temps, lui, n'attend pas. Ça va jouer sur le programme parce que le temps n'attend pas, comme je l'ai dit. Un plan de développement local tient compte de la préoccupation d'un diagnostic socio-économique local. C'est-à-dire c'est les besoins, les préoccupations des populations qui sont recueillies dans un diagnostic socio-économique local qu'on planifie à travers vraiment les priorités. Des citoyens de la commune sont irrités par le laxisme du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Normalement, si goɗɗo wotanama woni ha o laamike hara yomo do accitede o do hettude golle makko ɗo heɓano o gollira hande komin Ratoma ono soññi fi o probléme ɗo heɓini ennan e fawɗum mbirandema waɗɗen élection ha joni golla hunde buusale e muɗum. À Ratoma, on déplore le retard de l'installation du conseil exécutif. Qu'en est-il des autres communes qui n'ont même pas encore élu leur bureau exécutif? La question reste entière. Il aurait arnaqué plus de 45 millions de francs guinéens à la communauté Bassona, en plus de 5000 têtes de bœuf. L'homme dont il est question serait Lousseni Philippe Sangaré. Il se faisait passer pour un proche du président de la République et se promenait avec une vingtaine de bérets rouges avec des faux ordres de mission de la présidence et des cachets d'Alpha Condé en personne. Selon les victimes, Lousseni Philippe Sangaré a été interpellé depuis ce vendredi. Il est détenu à la maison centrale de Conakry. Reportage. Le malheur de la communauté Bassona commence en février 2007 lorsqu'il rencontre Lousseni Philippe Sangaré. L'homme, selon eux, se targue d'être un proche du président de la République. Il a dit dans sa base qu'il est inspecteur général à la présidence, que le président ne peut rien faire aujourd'hui, même le président ne peut pas dormir sans lui. Il promenait avec beaucoup de bérets rouges, des fois 20, des fois 15, des fois 10. Il était avec les VA, des fois 3 véhicules, des fois 4 véhicules. Il était fort, moi-même je me suis dit, il est plus fort qu'Alpha. Parce qu'il dit qu'après lui, Alpha, c'est lui. Il aurait abusé de leur confiance en leur présentant des ordres de mission et des cachets de la présidence. Les citoyens de Senko d'Ambeila vont succomber aux menaces de celui qu'ils pensaient être leur frère. Le père de Moussa Sidibé a été incarcéré. Ses bœufs lui ont été retirés de force pour le sacrifice, dit-on, du président de la République. J'ai perdu 45 millions, plus 25 têtes de bœufs. Ce jeune n'est pas le seul. Le présumé auteur de ces actes s'en est également pris au vice-président de la communauté Bassona. Il va lui faire perdre plus de 32 millions de francs guinéens
et le décrédibiliser au sein de sa propre communauté. Il a pris 15 millions avec moi, avec toutes les hors missions que le président n'a pas là, qui va faire les sacrifices pour le président. Après, le villageois m'a transféré l'argent pour le remettre 17 millions. Nonseni est interpellé, mais tous deux craignent pour leur vie. L'homme d'affaires est aujourd'hui obligé de laisser sa voiture 4x4 pour utiliser une voiture déguisée. Sa vie est en danger, selon lui. Il avait préparé les arbres pour matin. C'est son propre qui est venu, m'a dit, laissez les véhicules là, sinon il va te tuer. 13 personnes auraient porté plainte contre l'intéressé. La communauté Bassona aurait perdu à ce jour plus de 5075 têtes de bœuf. Les occupants du quartier Kapororaï sont sommés de quitter les lieux dans un intervalle de 10 jours. C'est un avertissement du ministère en charge de l'habitat qui, lors d'une opération de visite de terrain ce samedi, a donné le temps aux ouvriers qui travaillent sur les lieux de libérer. Depuis cette annonce, l'inquiétude s'accroît d'heure en heure chez les citoyens qui ne savent plus à quel sens se vouer. Suivez leur témoignage avec Mohamed Valek Touré et Karne Sadouba. ministre inni wo men yaw kamet mutar men habbo be don be wala na men kon me wala wana yimbe ben artu. C'est une menace de déguerpissement qui pèse sur nombreuses familles à Kapororaï. Des occupants de ce site situé entre l'ambassade des États-Unis et la RTG sont sommés de quitter les lieux. On a eu des polices, des gendarmes, des journalistes ici pour dire que de quitter. On a beaucoup des engins ici qui n'ont pas de punais, qui n'ont rien, qu'on n'a pas même moyen de le faire quitter. Maintenant, on ne sait pas là où nous allons partir parce qu'on n'a rien vu comme un espace là où nous allons déposer notre matériel. Où on va aller maintenant? Chaque fois on demande. Non, on est fatigué, on est vieux maintenant. Notre enfants, regardez les petits enfants qui sont arrêtés. Même pas à l'école. Quand l'enfant sort, regardez. Hein? Tout ça là. Où on va envoyer les petits enfants là maintenant? Depuis l'annonce, l'inquiétude est totale à Kapororaï chez ces ouvriers qui occupent ces places depuis des décennies. Aucun autre domaine ne leur a été proposé. Avant-hier, on les a vus ici. Bon, ils sont venus nous demander de quitter les lieux, mais ils n'ont pas encore une partie où vraiment on va partir pour pouvoir se débrouiller. Et moi qui suis là, je suis diplômé du BTS en mécanique. Bon, on n'a pas d'emploi d'abord, donc ici, bon, c'est ce monsieur qui m'a reçu ici pour pouvoir au moins rester en train de me débrouiller. Mais ils sont venus encore nous dire de quitter les lieux. Quand le gouvernement vient nous dire quelque chose, on va être content. Si ça construit aussi, c'est pour nous, pour notre avenir des enfants. On n'est pas méchants. Pour nous, ça c'est comme les souris ou bien les chats, c'est pas bon. Ces derniers souhaitent de tout leur vœu que leurs préoccupations soient prises en compte par le chef de l'État. Ils sont prêts à se mobiliser pour demander à l'État de leur trouver un endroit propice où ils peuvent rester. On les croyait disparus, mais pourtant, elles résistent encore. Les cérémonies d'intronisation de chefs coutumiers demeurent une tradition. Dans le Mandingue, la communauté Nko de Sangaredi perpétue cette tradition qui symbolise son identité culturelle. L'une de nos équipes qui rentre de la ville de Sangaredi a assisté à une cérémonie de ce genre. Reportage Mamadou Boy-Diallo et Ibrahima Sori Sankisouma. Vêtu dans un grand boubou, un chapeau de paille sur la tête, un sabre accroché au bras et une canne pour se tenir debout, voici des symboles de l'intronisation de chefs coutumiers dans le Mandingue. La communauté Nko, qui regroupe des Malinké, des Diakanké ou encore des Koniaké, perpétue ici à Sangaredi cette tradition qui tend à disparaître. Parce que partout où on est, il faut qu'on transpose nos traditions. Nous ne devons pas nous désolidariser, c'est ce qui fait le mal de l'Afrique aujourd'hui. Nous ne le connaissons plus. Nous n'avons plus notre identité culturelle. Donc il faut que nous donnons un sens à la vie de nos enfants. Qui savent comment nous sommes, ce que nous sommes, et que chacun se connaisse. Parce que quand quelqu'un ne se connaît pas, ce n'est plus la peine. Après le Sotikemo, vient Ansoumane Kandé, investi doyen de la communauté mandingue de Sangaredi. Ces chefs coutumiers jouent un grand rôle pour l'harmonie dans la société. S'il y a des problèmes conflictuels, d'abord, on va chercher la solution à la base, parce que nous sommes
par échelon. D'abord, il y a la jeunesse à la base, ensuite il y a les hommes, ensuite viennent le bureau des sages, et ensuite viennent le sédicament. Donc c'est échelonné. Est-ce que vous comprenez? Tout problème qui doit venir sur le sédicament doit être un problème très sérieux. Et lorsque maintenant il prend une décision, cette décision est irrévocable. L'intronisation de chef coutumier fait partie des traditions dans le Manding. Une tradition qui doit être préservée au fil du temps, car symbolisant l'identité de la culture africaine. Ailleurs dans le monde, l'opposant Juan Guaido, reconnu président du Venezuela par une quarantaine de pays, tente d'organiser l'arrivée d'une aide humanitaire internationale, défiant le chef de l'État Nicolás Maduro qui voit le prélude d'une intervention militaire. L'aide humanitaire, un véritable enjeu sociopolitique au Venezuela. L'opposition accuse les militaires de bloquer ce pont, situé sur la frontière avec la Colombie, ce qui empêche l'arrivée de l'aide internationale promise par Juan Guaido. Y si queremos construir ese futuro, el momento es ahora. Y lo hemos hablado claramente y directamente a las Fuerzas Armadas, que en cada espacio que tengo y la oportunidad que tengo, les hablo directamente, con respeto pero con fuerza. Porque ya se va haciendo urgente la participación. Ustedes saben que hay una línea roja. Ustedes saben bien que hay un límite. Y ustedes saben que medicinas, alimentos e insumos médicos son esa raya roja. Plusieurs pays ont proposé une aide humanitaire, notamment les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Nicolás Maduro y voit un prélude à une intervention militaire américaine. La sonde japonaise Hayabusa 2, actuellement dans l'orbite d'un lointain astéroïde, essaiera de toucher ce corps interstellaire le 22 février prochain. La mission d'Hayabusa 2 en vidéographie. Lancée fin 2014 depuis le centre spatial de Tanegashima au Japon, la sonde japonaise Hayabusa 2 touche au but. Après avoir tourné 3 fois autour du Soleil et effectué 3,2 milliards de kilomètres dans l'espace, elle peut larguer son petit robot mascotte sur l'astéroïde Ryugu. L'objectif ? Connaître les propriétés et la structure des astéroïdes proches de la Terre pour mieux comprendre la formation du système solaire et des planètes. Mascotte doit tomber en chute libre sur l'astéroïde d'environ 900 mètres de diamètre, riche en eau et en carbone. Grâce à son bras, Mascotte va pouvoir se déplacer et examiner la composition minéralogique de Ryugu, sa température et son champ magnétique. Ne disposant que de 15 heures d'autonomie, le petit robot devra faire parvenir rapidement ces données à la sonde Hayabusa qui les transmettra à la Terre. Une collecte d'échantillons de matière de la surface de l'astéroïde est aussi prévue. Sur le principe du touch and go, un cornet télescopique déployé depuis Hayabusa 2 récupérera de la poussière, quelques milligrammes qui retourneront sur Terre dans une capsule de rentrée atmosphérique fin 2020 afin d'y être analysés. Et c'est tout pour ce grand journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.